Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Inspiration Soft Skills Gaël Châtelain-Berry. Il est conférencier, auteur de nombreux ouvrages sur le management, le monde du travail, et vous le connaissez peut-être au travers de ses nombreuses newsletters et du podcast Happy Work qu'il publie tous les jours, voire toutes les semaines, sur des chiffres clés dans le monde du travail et des tendances de manière générale qui nous aident à décrypter ce que sont les relations au travail, ce qu'est ce bien-être au travail au travers de la notion de Happy Work. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce riche échange que j'ai eu avec Gaël Châtelain-Berry. Bonjour Monsieur Châtelain-Berry, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast Inspiration Soft Skills. Merci d'avoir accepté cette interview. Dans les chiffres du mal-être au travail, on trouve pas mal de constats, de statistiques. On nous dit que, par exemple, que 70% des salariés considèrent que leur travail contribue à leur détresse psychologique, que 65% des managers ont un sentiment de surcharge de travail insurmontable, voire, et ça ce sont des chiffres que j'ai retrouvés dans une de vos newsletters, 46% de salariés ont déjà pleuré au travail à cause du stress. Ces chiffres que j'évoque ici donnent finalement un tableau assez alarmant du monde du travail. Est-ce que vous auriez éventuellement des chiffres complémentaires pour enrichir cette vision? Alors, je vais vous faire un aveu, Caroline, j'ai une mémoire de poisson rouge concernant les chiffres et je crois que les chiffres que vous avez donnés sont suffisamment éloquents. Et malheureusement, d'année en année, ils ont l'air de se confirmer. C'est ça qui est le plus inquiétant. Alors, si un chiffre, moi, qui me terrifie depuis des années et qui ne recule pas, c'est le nombre de salariés qui ont ou vont faire un burn-out. C'est entre 10 et 12% des salariés. On est sur des chiffres qui sont d'un côté très inquiétants et d'un autre côté qui donne plutôt plein de raisons d'être optimiste, qu'on s'aperçoit, et ça semble tellement évident, mais on l'a oublié pendant les 20-30 dernières années, que le bien-être au travail, ça amène de la performance pour les entreprises. C'est-à-dire que le bien-être au travail, c'est pas un luxe qu'on va offrir aux salariés, mais c'est également un moyen de rendre l'entreprise plus performante. Donc, c'est-à-dire que on se trouve dans une situation où les chiffres sont mauvais, et parfois les entreprises peuvent se poser la question, mais comment est-ce que je peux être plus performant? Bah, occupez-vous du bien-être de vos salariés. Mais je rappelle souvent cette citation de Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui disait déjà il y a 20 ans, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Et on peut même remonter au XVIIIe siècle où Adam Smith, l'un des tout premiers théoriciens du capitalisme, disait exactement la même chose. Donc dans l'absolu, c'est à la fois très inquiétant, mais à la fois je suis très optimiste parce que maintenant les entreprises commencent à prendre conscience qu'il y a un vrai levier de croissance avec ça. J'allais dire, parmi les causes, on évoque souvent l'intensification du rythme de travail. Vous, dans les constats que vous avez pu avoir au sein de Happy Work, etc., et des études que vous menez, des retours que vous avez du terrain, est-ce que vous constatez cette intensification du rythme de travail? Et évidemment, le lien avec le bien-être. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'intensification, mais en tout cas, du fait du numérique, et ça, on l'a bien constaté avec les confinements, le numérique, la limite entre la vie pro et la vie perso devient de plus en plus ténue. Donc, c'est pas nécessairement qu'on travaille de façon plus intense, mais en tout cas, on a des périodes de déconnexion qui sont de plus en plus courtes. Ce qui veut dire que on n'a plus jamais le temps de se reconcentrer sur soi-même, sur prendre soin de soi, sur faire d'autres choses que de travailler, parce qu'on a toujours un email qui va arriver, un texto, on va se sentir coupable si jamais on ne check pas nos emails pendant les vacances. Donc c'est un peu plus insidieux, parce que quand on parle d'intensification du travail, on peut penser à ce que c'est le volume du travail qui augmente, ce qui est sans aucun doute vrai pour certains secteurs d'activité. Mais je pense qu'en moyenne, la problématique, c'est plus la capacité à déconnecter et à bien faire une séparation entre vie professionnelle et vie personnelle. Mhm. Et justement, cette séparation vie personnelle, vie professionnelle, elle est un point d'attente, je pense, qu'on met fréquemment en exergue pour les nouvelles générations. Est-ce que par rapport au bien-être au travail, la qualité de vie au travail ou au stress de manière générale, vous pensez que c'est différent en fonction des générations au travail? Alors, vous venez de dire quelque chose qui me fait sauter sur mon fauteuil à chaque fois. Non, mais sur le côté, les jeunes générations ont des attentes différentes. C'est pas tant ça qu'elles ont. Les jeunes générations ont été élevées par des gens qui se sont fait bouffer petit à petit sur cet aspect-là.
Et donc, finalement, quand il y a des jeunes générations, parce que je fais aussi des conférences sur les différences générationnelles, et quand il y a des jeunes qui viennent me voir en disant, oh, on est quand même vachement plus malin que vous, nous, notre vie professionnelle et notre vie personnelle, on a envie de bien les séparer. Je leur rappelle toujours, mais les amis, vous avez été élevés par qui? Dans le sens où c'est quand même de notre expérience, et on voit de plus en plus justement de gens de ma génération, donc j'ai un petit peu plus de 50 ans, qui commencent à réaliser qu'ils se sont fait un petit peu trop bouffer par le travail et qui vont aussi vers cet équilibre vie pro, vie perso. Il n'y a pas d'un côté les seniors qui se disent ouais, bon, on peut travailler tout le temps, on s'en fout, et les jeunes qui auraient un équilibre. C'est beaucoup plus difficile effectivement de rééquilibrer quand on a déjà 30 ans d'expérience, parce qu'on a pris des habitudes, parce qu'on est dans une structure qui attend un certain nombre de choses de notre part, que quand on arrive, et c'est notre premier job, et on peut fixer des règles tout de suite. Donc je pense que les attentes sont exactement les mêmes. Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué quand on a 10, 20, 30 années d'expérience, parce que les habitudes sont installées, Mhm. et que tout d'un coup annoncer à la personne avec qui on travaille depuis 10 ans, bon ben moi les emails après 19 heures c'est fini, les emails pendant les week-ends ou les vacances c'est fini, parce que changer les habitudes, on le sait, c'est un tout petit peu plus long. Donc je pense que c'est une attente globale des salariés que d'avoir un vrai bon équilibre. Ouais, c'est très intéressant en tout cas. Ce vrai bon équilibre, certains salariés attendent aussi que ça vienne des managers, d'une forme de prise de position de la part des managers, notamment de proximité. C'est d'ailleurs souvent eux qui sont pointés du doigt comme étant soit à l'initiative du mal-être, soit les leviers pour le bien-être. Est-ce que les comportements managériaux, justement, est-ce qu'il y a enfin, certains comportements managériaux qui favorisent ou qui aggravent ce Bien bien-être, ce sûr. mal-être? Mais c'est pour ça d'ailleurs que là, je viens de ressortir un livre que j'avais écrit en 2016 qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Mhm, C'est parce que, et j'ai été manager pendant 20 ans, donc je veux surtout pas stigmatiser les managers. C'est un métier qui est très dur, qui est absolument fondamental. Mais c'est vrai que le manager a un impact absolument incroyable sur le bien-être des salariés. Ben, quand j'entends un manager me dire, oui, moi j'envoie des emails en dehors des heures de travail, mais dans ma signature, il y a marqué, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais on confine à la bêtise, en fait, quand on dit ça. Parce que si je reçois un mail de mon manager avec en copie toute l'équipe, bien entendu que je vais le lire, et bien entendu que si moi je veux déconnecter, il y aura forcément un des membres de l'équipe, le plus faillot, ou celui qui en a rien à faire de son équipe vie pro, vie perso, qui va répondre, et consciemment ou inconsciemment va créer un sentiment de malaise vis-à-vis des autres qui, eux, veulent déconnecter. mm, Et je donne cet exemple à dessein parce que les managers ont un impact et ils peuvent très bien dire à un moment, dans une réunion d'équipe, voilà, les emails passés 18 heures ou 18h30, peu importe, plus personne n'en envoie. Si vous voulez vous pourrir votre vie perso en écrivant des mails, faites-le. Mais par contre, vous faites des envois différés. Pareil pour le week-end, pareil pour les vacances. Le manager, c'est le chef d'orchestre du bien-être dans chacune de ses équipes. Et c'est ça qui est formidable dans le métier de manager, c'est que au-delà de la performance qu'il doit amener avec son équipe, il est ou elle est responsable du bien-être de son équipe. Alors oui, ça met une charge supplémentaire, mais je trouve que l'humain, enfin, il n'y a pas ça semble tellement stupide de le rappeler, mais il n'y a pas d'entreprise sans êtres humains, il n'y a pas de mhm, performance sans bien-être. Et ben, le manager de proximité est plus à même, avec un pouvoir magique, hein, c'est tous les jours d'aller voir chaque membre de son équipe pour lui demander est-ce que ça va et d'attendre la réponse. mhm. Déjà commencer par ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une des premières sources de démotivation des salariés, c'est le fait que le manager ne dise pas bonjour le matin. Ouais. C'est pas très compliqué de changer cet état de fait. Mhm. Et en tant que manager, justement, cette vision de chef d'orchestre, ici, vous en avez partagé quelques leviers, mais est-ce qu'il y aurait une recette finalement pour enfin, se soigner justement en tant que manager? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques et des leviers au-delà du fait de dire bonjour le matin et de demander vraiment à la personne comment ça va et pas la phrase qu'on demande, mais on n'attend même pas la réponse et on passe. Exact. Ouais. Mais alors, il y a plein de bonnes pratiques, mais c'est tellement spécifique à chaque équipe. Et c'est pour ça que je conseille à tous les managers de faire un exercice qui est tout simple et qui coûte rien. De demander à son équipe de se réunir dans une salle sans lui ou sans elle. Et la mission de l'équipe, c'est de remplir un tableau avec deux colonnes. D'un côté, ce que le manager fait bien, de l'autre côté, ce qu'il pourrait faire mieux. Sauf que il y a une règle absolue, c'est que chaque point doit être validé à l'unanimité. Mhm. Parce que chaque membre de l'équipe n'a pas forcément les mêmes attentes et le même regard sur le manager.
du fait d'affinités personnelles, du fait de l'expérience, du fait de plein plein de choses. Et donc, de ce débat-là au sein de l'équipe va sortir une sorte de feuille de route pour le manager pour dire, bah, je suis désolé, je suis un peu fixé sur les emails, mais ça reste quand même un problème majeur. Si par exemple l'équipe dit, bien écoute, tes emails du dimanche à 15 heures, on n'en peut plus, il faut que tu fasses un envoi différé, bah, dès le lendemain, le manager peut agir. Et en libérant la parole et en autorisant un feedback remontant, Mhm. on change vraiment la donne. Il ne faut pas que les managers aient peur de ce feedback remontant. Il est absolument fondamental. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'il y a des bonnes pratiques, Caroline, c'est évident. Il y en a plein, plein. J'en suis à mon 16e livre sur le sujet, donc je pourrais en parler pendant des heures. Mais déjà, si chaque manager prenait le temps de se faire évaluer par son équipe, ça serait pas mal. Mais ça demande beaucoup d'humilité, aussi Ouais. la capacité à se rendre, enfin, c'est une forme de vulnérabilité aussi de la part du manager. Mais je crois que l'humilité fait partie des compétences que doit avoir un manager. C'est pas parce qu'il est manager qu'il est plus intelligent ou plus important. C'est quoi un manager sans son équipe? Rien. Mhm. Littéralement. C'est-à-dire que sans son équipe, bah, on ne sert pas à grand-chose. C'est l'équipe qui bosse véritablement en opérationnel et le manager. C'est exactement, je sais que c'est très tarte à la crème comme comparaison, mais un chef d'orchestre, on lui demande pas d'être aussi fort en violon que le premier violon. Mhm. Par contre, on lui demande de bien écouter le premier violon, mais également le violoncelle pour voir s'il n'y a pas de fausses notes et de faire en sorte que la personne aux percussions soit en rythme. Par contre, ça se trouve, il ne sait absolument pas jouer des percussions. Absolument pas. Les spécialistes, c'est l'équipe. Et un chef d'orchestre sans orchestre, vous me l'accorderez, ça reste qu'un crétin qui s'agite. Il n'y a rien. Que vous auriez des conseils pour développer à la fois son management bienveillant et peut-être le définir au préalable et sa capacité à donner des feedbacks constructifs finalement. Alors, le management bienveillant, je le définis en une phrase, c'est ne jamais faire à un membre de son équipe quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse nous-mêmes, à Mm. nous-mêmes. Ouais. Et fondamentalement, c'est assez simple. Est-ce que j'ai envie que mon propre manager me hurle dessus si je fais une boulette? Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager arrive en retard à une réunion que j'ai organisée? Non, donc je ne le fais pas, etc. Ce n'est que du bon sens, tout ça, Mhm. fondamentalement. Et pareil pour le feedback. Est-ce que j'aime quand je travaille sur un dossier que j'ai donné à mon manager qu'il ne me fasse aucun feedback d'aucune sorte sur le travail que j'ai fait? Non. Je ne le fais pas avec mon équipe. Et le feedback, c'est pas forcément hein, quelque chose de formel, c'est pas forcément quelque chose un long mail ou une longue discussion. Ça peut être au détour de la machine à café. Ah bah tiens, j'ai bien aimé ce que tu as fait à cette réunion, c'était super. Bref, le feedback, mais c'est exactement comme dans la vie personnelle. Si des auditeurs et des auditrices sont en couple, bah, on n'attend pas l'entretien annuel avec son compagnon ou sa compagne pour lui dire qu'on la trouve sympa, drôle ou jolie. C'est du quotidien. Et c'est comme ça qu'une relation se construit. C'est par des choses positives comme négatives. Encore une fois, la bienveillance, c'est pas que du positif. C'est si un collaborateur, une collaboratrice fait quelque chose qui n'est pas satisfaisant, on n'attend pas l'entretien annuel pour lui dire. On le fait immédiatement et on le fait pour que la personne progresse. Et le parallèle entre la vie pro et la vie perso s'applique, mais parfaitement. Je sais pas vous, Caroline, mais si vous organisez avec vos amis un dîner, que vous cuisinez toute l'après-midi et que votre meilleur copain ou copine débarque sans prévenir avec 2 heures de retard et que tout est brûlé, je doute que vous ne lui fassiez pas une petite réflexion, aussi sympathique soit-elle, mais vous lui ferez remarquer. Or, quand on est manager ou manager, on n'ose pas forcément le faire. Parce que justement, il y a des habitudes, des structures. On est les enfants d'un héritage de bah, bientôt 2 siècles d'histoire économique moderne où, bah Mhm. oui, il y a le patron, la patronne, et puis nous, on s'exécute. Bon, je crois qu'il faut savoir s'en extraire, et de plus en plus d'entreprises arrivent à s'en extraire d'ailleurs. Et justement, cette notion de s'en extraire, elle est intéressante au niveau de l'organisation, mais elle est aussi intéressante au niveau de l'individu. C'est-à-dire comment finalement, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau professionnel, à quoi on veut contribuer, etc. Est-ce que vous aurez des conseils sur la dimension individuelle qu'on peut développer justement pour s'extraire de ce système et des dictats finalement sociaux qu'on nous a imposés durant des années? En fait, le sous-titre de Mon boss est nul, mais je le soigne, donc la nouvelle version vient de sortir, mais ça a 10 ans, le sous-titre, c'est comment transformer le pire des managers en manager bienveillant. Mhm. Et pourquoi ce sous-titre? C'est parce qu'on oublie qu'on peut manager notre manager Ouais. et que nous ne devons jamais, en tant que salarié, être la variable d'ajustement. Si on estime que notre manager nous parle mal, il ne s'agit pas d'aller lui en coller une, il s'agit d'aller le voir très poliment en disant, écoute, je comprends que tu ne sois pas satisfait par la qualité de mon travail, pour autant, je pense qu'en termes de forme, tu aurais pu le dire plus poliment.
de façon plus constructive. J'ai besoin de ça. Ton rôle de manager, c'est de faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même, et c'est tout ce que je désire. Par contre, inutile de hurler, inutile de m'humilier devant toute l'équipe. Et encore une fois, bien sûr que ça demande une forme de courage. Et bien sûr que c'est plus simple quand on a 10 ou 20 ans d'expérience que quand on a 21 ou 22 ans et qu'on commence à travailler. Ça, c'est évident. Mais c'est exactement comme dans la vie personnelle. Je sais pas Mhm. vous, Caroline, mais moi, mon cercle amical maintenant, bah, il n'y a que des gens que j'aime profondément. C'est-à-dire, je fais pas d'efforts. C'est si on me saoule, je le dis. Et des gens qui étaient toxiques pour moi ne font plus partie de mon environnement amical. Au travail, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on choisit pas forcément ses collègues. Mhm. Pour autant, on peut les gérer. Et si jamais un collègue a un comportement qui nous déplaît, d'aller le voir en lui disant très gentiment, ce comportement ne me convient pas, est-ce qu'on pourrait en parler calmement? Alors vous allez penser que je fais toute la promo de tous mes livres en ce moment, mais j'ai un livre qui est sorti il y a 6 mois qui s'appelle Mon collègue est nul, mais je le soigne, où je me suis attaqué également Oui. à ce Mhm. sujet-là. Et il faut pas hésiter à en parler, parce que nous n'avons pas à être la variable d'ajustement en permanence. Et bien souvent, on a tendance à penser que c'est beaucoup plus simple, finalement, de se dire, ah, c'est pas grave, mais encore une fois, parallèle avec la vie perso, quand on a des enfants, c'est vachement plus simple quand notre gamin se roule par terre parce qu'il veut un paquet de bonbons au supermarché et que nous, on ne veut pas lui acheter. C'est plus simple de lui acheter. Mhm. Pour autant, est-ce qu'on joue notre rôle de parent? Non. Et c'est un peu pareil avec nos collègues, notre manager. Il faut savoir parfois, voire toujours, penser à soi. Mhm. On a parlé pas mal de compétences comportementales. Ici, on a parlé de parler à soi, parler aux autres. On a parlé d'humilité tout à l'heure. Vous avez parlé de courage également ou de connaissance de soi. Est-ce que vous pensez que le développement des compétences comportementales peut être un levier, alors au service du bien-être au travail ou de la qualité de vie au travail de manière plus générale? Mais complètement, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est on oublie quels êtres humains nous sommes quand on est au travail. Parfois, on me dit, oui, mais la bienveillance, il y a des gens qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Ça ne s'apprend pas. Ce à quoi je réponds systématiquement, mais est-ce que vous connaissez un seul enfant, un seul sur cette planète, qui intuitivement, comme ça, sans que ses parents lui aient jamais dit, se dit, il faut dire merci quand on donne quelque chose, et dit bonjour au monsieur, dit bonjour à la dame, sans qu'on lui ait jamais appris la politesse, bah, c'est l'une des premières compétences comportementales qui nous est donné par nos parents, parce qu'on Mhm. vit en société. Ben, il en va exactement de même en entreprise. Et oui, l'empathie, ça peut se travailler. Alors ensuite, il y a des gens qui sont profondément empathiques, ça va être plus simple pour eux. Mais les bases de l'empathie, ça peut s'apprendre, apprendre à ne pas couper la parole aux personnes, apprendre à vraiment écouter. Tout ça, ça s'apprend. Et ensuite, il y a des gens plus ou moins doués. Mais toutes les bases peuvent s'apprendre. Et les bases, quand on voit les sources des souffrances des salariés, on se dit que progresser ne doit pas être si compliqué. Je vous donnais l'exemple du dire bonjour le matin. Je suis désolé, mais je pense que n'importe quelle personne sur cette planète est capable de comprendre, d'intégrer et d'appliquer le fait de dire bonjour à ses collaborateurs et collaboratrices le matin. Ça me semble pas être trop complexe. Mhm. Et vous diriez en particulier, si vous deviez épingler quelques compétences comportementales, on en a déjà dit ici, mais quelles seraient les bases, vous pensez, de Ah, de cette bienveillance ou de ce bien-être au travail? la compétence la plus demandée par les salariés, et ça c'est assez universel, c'est la capacité d'écoute du manager. Ouais. Et pour écouter, il faut être disponible. Il faut mettre un terme à ces managers qui passent leur vie en réunion et qui se pensent importants parce qu'ils passent leur vie en réunion. La première mission d'un manager, c'est son équipe. La disponibilité, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour un manager. Il doit, par exemple, chaque semaine dire, bah, les lundis matin, mardi après-midi, jeudi matin et vendredi après-midi, je suis à 100% à votre disposition. Je ne prends pas de réunion sur ces créneaux-là et c'est uniquement pour vous. Donc, cette capacité de libérer du temps et ensuite d'écouter véritablement, donc d'avoir une écoute active, encore une fois, toutes les études l'ont montré, c'est l'une des premières demandes de la part des équipes. Elles veulent être écoutées par leur manager. Et écouter ses équipes ne veut pas dire qu'on fait tout pour ses équipes. Moi, je peux écouter un collaborateur qui me dit, j'aimerais bien être augmenté de 40%. Si je peux pas, je vais lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Et je vais lui Mm. expliquer, bah, si tu veux être augmenté, voilà comment est-ce qu'on peut l'envisager. Mm. Peut-être, alors, ce sera peut-être pas 40%, ce sera peut-être 5, 10, et on va étaler ça et de mettre en place un plan d'action. Parfois, on confond justement bienveillance et gentillesse. On confond écoute et dire oui forcément. Mais sauf que dire non à un membre de son équipe, c'est pas simple non plus. Parce que, en tant qu'être humain, on préférerait dire oui à tout.
D'où Et c'est l'exemple facile. du gamin qui fait son caprice au supermarché pour avoir un paquet de bonbons. Bah ouais, c'est pas simple de lui dire non, parce qu'on souhaiterait que, un, il arrête de pleurer, deux, passer pour le papa de l'année parce qu'on cède à tous les caprices. Mais c'est pas ça être un parent. Je ne crois Mhm. pas. Ouais. Je voulais juste rebondir sur la question de la disponibilité. Enfin, donc, cette notion d'être au service de son équipe, ça demande aussi une bonne gestion du temps. Et c'est vrai que quand moi j'accompagne des managers, souvent je leur dis de veiller à leur gestion du temps en ayant des moments de disponibilité pour l'équipe, mais aussi des moments entre guillemets, déconnexion, c'est-à-dire des moments qui sont comme des rendez-vous avec eux-mêmes où ils peuvent travailler sur la stratégie, parce qu'on ne sait pas travailler sur la stratégie en étant à l'équipe, à l'écoute des autres. Est-ce que ça, c'est raccord avec des choses que vous pouvez proposer, votre vision des choses, ou pour vous, c'est pas cohérent? En fait, moi, il y a quelque chose, je me rappellerai très bien la première fois où j'ai été directeur général, j'étais assez décontenancé, parce que je pense que j'étais devenu un manager plutôt mature, et donc j'arrivais à bien déléguer, je gérais mon temps qui était plutôt bien, et parfois j'avais le sentiment de rien faire. Parce que justement, mon équipe était autonome. Ah oui, je précise, l'autonomie est l'une des premières demandes des salariés, d'être Mhm. autonome. Il n'y a rien de pire que le micromanagement. Mais effectivement, petit à petit, j'ai réalisé que mon métier, c'était aussi de réfléchir sur les stratégies, de réfléchir aux étapes d'après, et d'avoir du temps également pour moi sur des missions qui sont complémentaires à la gestion opérationnelle des équipes. Et ça demande de l'expérience, ça demande de construire cette autonomie avec les équipes. Et c'est absolument génial quand on arrive à ça, parce que ça réduit le stress de tout le monde. Moi, il y a un chiffre qui me terrifie. Un cadre, enfin un manager en moyenne va passer 24 jours de 24 heures par an en réunion. Ouais. Et là, c'est pour la France. Je ne sais pas comment c'est passé en Belgique, ça doit pas être À mon si avis, mal. c'est similaire, ouais. 50% du temps des réunions est consacré à un autre sujet que celui de la réunion. Si on fait un calcul rapide, ça veut dire que 12 jours de 24 heures en réunion ne servent à rien. Ouais. Et ben, si vous faites le calcul et que vous supprimez ce temps-là, on peut passer à la semaine de 4 jours de 32 heures en maintenant la productivité, Ouais. voire en l'augmentant parce que ça augmente le bien-être. Bref, tout ça, ce qui est important, je trouve, enfin le truc fondamental, Caroline, c'est il faut encore insister et insister et insister sur le fait que c'est un intérêt commun. Mhm. C'est pas un truc de beatnik que de parler de bien-être au travail. Il n'y a pas plus intéressé. Alors, il y a des gens qui vont dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cynique. Mais moi, j'en ai rien à faire d'être cynique. Si les gens se sentent mieux, font moins de burn-out et que l'entreprise est plus rentable, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Ouais. Très franchement. C'est comme les gens qui disent, ah là là, oui, mais la bienveillance, si elle est feinte, c'est pas bien. Feinte, Oui, F-E-I-N. oui, oui. Moi, je dis, mais vous préférez une bienveillance feinte ou une vraie malveillance? Enfin, à un moment, il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau et juste penser au bien-être des gens. Et également, certaines personnes peuvent le regretter, mais on est dans des sociétés capitalistes où nos entreprises doivent être rentables. Et vous, vous êtes dans le service public, mais vous devez avoir une forme de performance dans le service que vous rendez au public. Mhm. Donc, tout ça fait que c'est un intérêt globalement commun entre l'humain, les performances économiques dans le privé, les performances en termes de services dans le public. Et je trouve ça assez enthousiasmant. Et je suis très heureux de voir qu'en 10 ans, mine de rien, ça a quand même beaucoup évolué. Ouais. Je me permets encore de rebondir sur un des éléments que vous disiez il y a quelques instants. Vous parliez de rendre les équipes plus autonomes, finalement, en tant que manager. Euh, j'ai le sentiment, en tout cas l'impression que pour ce faire, il y a un outil qui est enfin, finalement l'entretien individuel, l'espèce de one-to-one. Il y a des bonnes pratiques pour justement être en relation de discussion avec son employé, son collaborateur, et comment on peut aborder finalement ça? Parce que je pense que aussi chez les managers, ça fait peur d'être dans cette relation de dialogue. Mais l'autonomie, déjà, ça se décrète pas et c'est quelque chose de très individuel. Il est clair que quelqu'un qui a 2 ans d'expérience sera probablement moins autonome que quelqu'un qui en a 20. Mhm. Mais comment on fait? C'est individuellement, puis on prend des dossiers. Et imaginons un manager qui vient de prendre une équipe. Il dit, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Mon objectif, c'est que vous soyez totalement autonome. Donc, ce que je vous propose, c'est par exemple, sur ce dossier, alors, je vais parler à Paul, Pierre ou Jacques, peu importe. Mon cher Polo, je te donne ce dossier, je te propose de faire un point d'étape. Ce dossier, en gros, je pense que tu vas devoir travailler 15 jours dessus. J'aimerais qu'on fasse un point d'étape dans 3 jours. Et on voit où tu en es, voir si le prochain point d'étape, ça sera dans 5 jours ou 6 jours. Et peut-être que dans
4 mois, quand je te donnerai un dossier qui va demander 15 jours de travail, il n'y aura même plus de point d'étape. Parce que je sais que par rapport à mes exigences, bah, à 3 jours, tu seras à peu près à ce niveau-là, mais j'aurai pas besoin de le vérifier. Et d'en parler en toute liberté. Et c'est assez légitime si je prends en charge une nouvelle équipe, de dire à l'équipe, bah, on ne se connaît pas. Donc on va apprendre à travailler ensemble. Mais de bien fixer l'objectif de bah, moi, mon objectif, honnêtement, les gars et les filles, je vous donne des dossiers, on se donne des délais, vous les respectez et tout est bien. Mhm. Voilà, ça, c'est l'objectif. Et parce que le micromanagement, c'est terriblement infantilisant. Les managers qui demandent à être en copie de tous les mails de toutes leurs équipes, mais quel enfer! C'est infantilisant, ça fatigue le manager, ça le stresse. Enfin bref, personne n'y a intérêt. Donc l'autonomie, ça se construit en parlant, et c'est pas en attendant un entretien annuel pour faire un point. C'est quotidien. Ouais. Et de savoir si jamais mon manager m'a donné 3 jours pour atteindre cette étape. Si au bout de 2 jours, j'aperçois que je suis en galère et qu'il me manque des éléments ou que je suis pas sûr, bah, c'est quand même super cool de savoir que, ah tiens, bah, pendant ces 2 heures-là, je sais qu'il est totalement disponible, je peux venir sans prendre rendez-vous et lui dire, tiens, je ne suis pas très sûr là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est comme ça que l'autonomie se construit, mais pour être autonome, bien entendu, il faut que le manager soit disponible, qu'on fixe aussi des étapes claires. Moi, quand des gens me disent, oh là là, le télétravail, c'est dur parce qu'on ne peut pas surveiller ce que font les gens. Mais ça veut dire quoi, surveiller ce que font les gens? Bah oui, on peut pas voir s'ils travaillent. Et là, je Mhm. donne toujours un chiffre, c'est un salarié en moyenne en présentiel, passe 1 heure et quart par jour sur ses réseaux sociaux personnels. Donc à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou à scroller sur son Insta ou son TikTok. Euh, En rien, le présentiel n'est gage de productivité. Par contre, passer systématiquement sur tout en mode projet, Mhm. ça garantit effectivement de l'efficacité. Et c'est sur à peu près tous les métiers. Quelqu'un qui fait du recouvrement de factures, qu'est-ce que j'en ai à faire qui travaille de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures? Je m'en moque. Par contre, si je lui dis, je veux impérativement que chaque jour, tu récupères 10 factures, et s'il est en télétravail et qu'il a récupéré ces 10 factures, s'il a passé 3 heures sur Netflix, mais que ces 10 factures sont faites et bien faites, peu importe. Mhm. On a un rapport au temps avec le travail qui est en train de changer. C'est très Ouais. lent, c'est très long, mais le présentéisme est quelque chose qui est appelé petit à petit à disparaître. Ça va prendre du temps parce que le télétravail a cassé beaucoup, beaucoup de codes de ce point de vue-là, mais on est au début d'un process qui est prometteur, je dirais. Excellent. Et peut-être dernière question, vraiment très macro. Si on prend justement un pas de recul, et vous l'avez un peu évoqué avec la question du temps, mais est-ce que vous pensez que notre rapport au travail doit être un peu repensé? Ah, mais pas un peu repensé, Caroline. Il est en J'allais train dire d'être. totalement, mais je me suis dit... Non, mais le rapport au travail est complètement transformé, et heureusement. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par une génération qui vivait pour travailler, littéralement. C'était les Trente Glorieuses, c'était l'après-guerre, et il y avait un côté assez enthousiasmant de travailler en entreprise. Il y avait la consommation de masse est arrivée, donc il y avait un côté, oh là là, mais plus je travaille, plus je gagne d'argent, plus je peux consommer. Et fondamentalement, avec l'arrivée du chômage de masse, avec des changements de valeur, avec les crises environnementales, on commence à dire, mais est-ce que consommer autant, c'est utile? Et au-delà de l'utilité, c'est est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que vraiment faire 3 fois le tour du monde en une vie, c'est si fondamental que ça, alors que je connais pas la petite province qui est à 50 kilomètres de chez moi? Euh, donc il y a plein de choses qui sont en train de changer et qu'on a hérité, mais finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous avez eu la chance de parler à des arrière-grands-parents Ouais. qui travaillaient avant la Deuxième Guerre mondiale, Mhm. bah, c'était pas très éloigné de ça, finalement. Et donc, oui, le rapport au travail, on est en train de revenir, à mon sens, à quelque chose qui est plus sain. Et contrairement à ce que pensent encore quelques vieilles têtes de mule, remettre le travail à sa juste place ne veut pas dire être moins productif. Moi, il y a quelque chose qui me choque vraiment en France, mais vraiment. En ce moment, on est en train il y a certains hommes politiques et femmes politiques qui, très probablement, n'ont jamais été en entreprise, qui nous ressortent le coup du travailler plus. Et à un moment, et j'ai parlé avec ces gens-là pour leur dire, mais arrêtez avec ça, c'est le travailler mieux. Et on le voit maintenant avec des études très concrètes, des entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours de 32 heures, qui ont augmenté leur performance économique par rapport à quand ils étaient à 5 jours. Mhm. Donc,
le travailler mieux, ça doit être maintenant le cheval de bataille. Et travailler mieux, bah oui, c'est remettre le travail à sa juste place. Et c'est non pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. Et tant mieux en plus si on trouve du sens dans son travail, si on s'épanouit dans son travail. Mais ce n'est qu'un travail. Moi, je suis désolé, si on me donne le choix entre mon travail et mes enfants, le choix, il est très vite fait. Très vite fait. Par contre, si je passe ma vie au travail et qu'à un moment, mes enfants finissent par m'appeler monsieur, bon, bah, est-ce que j'ai pas raté une partie de ma vie et la partie la plus importante de ma vie? Vous savez, je suis très bavard. Je vais finir par une toute petite anecdote sur le sujet. Euh, je me rappellerai toujours, c'était après le deuxième confinement. J'avais interviewé Alexia Laroche-Joubert, la très grande productrice française qui est Mhm. aujourd'hui CEO de Banijé, une des plus grosses boîtes de prod en France. Et on débriefait justement tout ça et elle me dit, mais Gaël, moi j'ai découvert quelque chose avec le premier confinement, le bonheur de dîner avec mes enfants. Et ça, je le perdrai plus jamais. Parce que c'était quelqu'un de très ambitieux qui travaillait énormément et finalement arrivé parfois, mais comme on l'a toutes et tous fait à un moment, enfin dans ma génération, de se dire, bon, bah, j'arrive à 20 heures, et, bah, ah ouais, le petit dernier, il dormira déjà. Et ben là, que cette personne se dit, mais grâce au confinement, j'ai découvert le bonheur de ma vie personnelle dans certains aspects bah, que la vie moderne nous empêche de faire. Donc, in fine, je pense que la pandémie a accéléré des tendances qui existaient déjà avant, Mhm. mais l'accélération est très très forte là, très très forte. Et c'est super. Et justement, en parlant d'accélération ou du moins de rapidité, vous êtes très prolixe sur les publications, les newsletters et en termes de livres aussi. Vous avez parlé de deux livres, Mon manager est nul, mais je le soigne, et enfin mon Collègue, boss, pardon, mon boss ouais, est mon nul et boss. mon collègue est nul, mais je le soigne. Quelles sont les actualités d'Happy Work ou les choses qui vont arriver dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, un truc qui a rien à voir, Caroline, mais qui me demande beaucoup de travail, mon premier one-man show Ah, génial, excellent. sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, rien à voir. Ouais. Ah, quoique, ça parle un peu de travail aussi, mais voilà. Non, non, là, c'est surtout la sortie de Mon boss, c'est nul, mais je le soigne, l'édition 2025, et de mon collègue aussi, qui sont des livres. En fait, j'aime bien apporter ma petite pierre à l'édifice, et j'écris avec 300 mots de vocabulaire. Je crois pas aux grandes théories. Je crois que si on revenait à du bon sens, mais Mhm. vraiment, enfin, le bon vieux sens paysan, comme on dit. Faut pas se faire des nœuds à la tête. C'est très bien les concepts d'entreprise libérée et tous ces trucs-là. Mais déjà, commençons par prendre soin des autres, prendre soin de soi en premier. Et je pense que on est dans des beaux pays, mine de rien. Enfin, on a un peu tendance à oublier qu'on a absolument tout pour baigner dans le bien-être. Et j'insiste sur le mot bien-être plutôt que bonheur. Ouais, ouais. On est acteur de ça. Et je sais qu'il y a des gens. Je pense par exemple dans le nord de la France, si on est un ouvrier dans le textile qui a 55 ans, ouais, c'est galère parce que bah, il y a moins d'emplois, c'est compliqué de se reformer. Enfin, il y a plein de choses. Les bassins d'emploi sont pas forcément extrêmement dynamiques. Mais globalement, je pense que nous, vous êtes aussi toute jeune, Caroline. Moi, je me considère encore comme tout jeune. Euh, Nous avons l'obligation d'être heureux, ou en tout cas de pas se plaindre de notre situation, parce qu'on a à peu près tout pour faire que notre quotidien au travail soit pas mal, et on doit être acteur de ça, qu'on soit manager, manager. Et si on parle ensemble au sein de chaque équipe, il y a moyen de faire quelque chose d'assez génial. Merci en tout cas pour ce message et les éléments sur lesquels vous concluez. Merci beaucoup pour cette intervention dans Inspiration Soft Skills Avec et on plaisir. vous retrouve bientôt dans Happy Work. Ah ben, j'espère bien. Salut Caroline.